Dans cette vidéo récemment, je vais vous donner mon avis et mes impressions sur le futur d'Amazon FBA dans le contexte actuel d'inflation, de crise économique et géopolitique. Mais je suis resté un peu vague sur les actions concrètes à prendre pour survivre en tant que vendeur e-commerce et vendeur Amazon. Et donc du coup, j'ai reçu pas mal de questions à ce sujet et c'est normal d'être inquiet, c'est normal de se sentir un petit peu perdu pendant ce genre de période d'incertitude. Et donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 7 actions concrètes que je vais mettre en place dans mon business ou que je vais renforcer dans mon business pour traverser cette période instable et en ressortir vivant au minimum, mais sinon en ressortir avec un business encore plus fort, encore plus solide. Donc cette vidéo s'adresse en particulier à ceux qui ont déjà un business e-commerce, un business Amazon qui tourne, mais si vous débutez dans le business, eh bien je pense que ça peut aussi vous donner des pistes de réflexion intéressantes pour la suite. Donc la première chose que je vais mettre en place dans mon business, en tout cas que je vais renforcer parce que c'est quelque chose que j'ai déjà implémenté, que j'ai déjà commencé, mais ça va être de diversifier les marketplaces de vente. Donc de ne pas rester juste sur une ou deux marketplaces, mais d'essayer vraiment d'avoir une couverture géographique plus large. Donc de renforcer les États-Unis, de renforcer le Canada parce que je vends principalement en Europe et aussi de lancer mes produits actuels sur des marketplaces plus petites, plus exotiques entre guillemets. Donc je pense à l'Australie, pourquoi pas aux Émirats. Donc voilà, essayer d'avoir une couverture géographique large. Par exemple, s'il y a une crise en Europe, eh bien, les ventes aux États-Unis, au Canada, au Mexique aussi, eh bien, peuvent équilibrer un petit peu le tout. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi une question de diversification, mais au niveau des devises. Donc, comme on l'a vu récemment avec la baisse de l'euro par rapport au dollar, avec la baisse du yen aussi, de la devise japonaise, eh bien, avoir tout son business, avoir tous ses rentrées d'argent dans une devise. Donc par exemple, si vous vendez que en France, si vous vendez en France, en Allemagne et en Italie, eh bien en fait, tous vos revenus sont en euros et forcément vous exposez à plus de risques. Donc encore une fois, dans une logique de diversification, eh bien, si vous recevez des revenus en dollars, en dollars canadiens, en dollars australiens, en pesos mexicains, en livres sterling, bref, que vous êtes vraiment diversifié au niveau des marketplaces que vous vendez et donc des devises, vous avez un business qui forcément va être plus stable dans un environnement où eh bien, il y a des monnaies qui fluctuent beaucoup. Deuxième chose, ça va être d'étendre ma gamme de produits, de lancer en fait des nouveaux produits parce que tout simplement c'est un petit peu ce qu'on dit un grow or die, c'est-à-dire soit on se développe, soit on meurt et donc de ne pas rester campé sur mes acquis, sur les produits qui se vendent bien, mais au lieu de ça d'essayer d'étendre la gamme, d'essayer en fait de diversifier le risque sur un portfolio de produits un petit peu plus large. Alors ça ne veut pas dire que je vais lancer des dizaines de produits, mais me concentrer sur lancer quelques produits. Et encore une fois, s'il y a des catégories qui perdent un petit peu de vitesse par rapport à d'autres, au moins là, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu plus stable. Donc ici, ça ne veut pas forcément dire de lancer 5, 6, 7 produits, mais ça peut même juste, si vous avez un business avec un ou deux produits, lancez-en un de plus et essayez vraiment de diversifier votre portfolio. Pourquoi pas lancer une nouvelle marque dans une catégorie totalement différente aussi pour avoir vraiment des produits qui sont vendus dans des marchés qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas corrélés. Ensuite, au niveau du choix des produits, donc là, soit si vous lancez, soit si vous voulez justement étendre votre gamme de produits, je pense que le choix des produits aujourd'hui et pour les prochains mois, les prochaines années, va devenir encore plus important. C'est-à-dire que, si on imagine qu'il y a une récession économique, si on imagine que on rentre dans une période assez complexe économiquement pour les ménages, pour tout le monde, avec moins de pouvoir d'achat, bref, une baisse globale de la demande, on peut imaginer que cette baisse de la demande ne va pas affecter tous les produits de la même façon. Il y a des produits qui, on va dire, sont un petit peu plus intemporels, qui ont une plus grosse utilité et dont les gens peuvent moins se passer. Donc après, je ne parle pas de vendre nécessairement du pain et du beurre, mais des produits qui vont quand même être plus proches de besoins réels des consommateurs, des personnes en général, plutôt que des produits qu'on achète alors qu'on n'en a pas vraiment besoin. Donc je vais vraiment recentrer ma recherche de nouveaux produits là-dessus, autour de niches, autour de besoins qui sont intemporels et qui seront, on va dire, les derniers à être éliminés par les consommateurs. Ensuite, au niveau du choix des produits aussi, ça c'est quelque chose, j'en parle quasiment à chaque vidéo sur cette chaîne, c'est ultra important, c'est le fait de créer une réelle différenciation et d'ajouter de la valeur. Je pense que, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo justement sur un petit peu le futur d'Amazon FBA dans cette période de crise. Eh bien, ça va vraiment pas suffire de juste vendre un produit qui n'apporte pas une réelle valeur par rapport aux concurrents. Je pense qu'aujourd'hui, avec moins de demandes, avec des gens qui vont peut-être plus comparer quand ils vont acheter des produits, vraiment avoir une offre
réellement attractive, qui apporte une réelle valeur, eh bien ça peut vraiment que jouer en notre faveur. Donc à mon avis, on pourra vraiment dépasser les autres vendeurs, les concurrents qui ont des offres assez moyennes. Pour le point suivant, ça peut être un petit peu contradictoire avec ce que j'ai dit jusque-là, où je vous conseille de diversifier mon marketplace, de lancer plus de produits, c'est-à-dire au final de dépenser. Ici, ce que je compte faire, c'est de garder quand même du cash dans la trésorerie. Je vais aussi diversifier mes réserves de trésorerie, c'est-à-dire d'avoir de l'argent pas juste en euros, mais aussi d'avoir de l'argent stocké entre guillemets en US dollars, en livres sterling, encore une fois, pour ne pas prendre de plein fouet une baisse de l'euro par exemple, si toute la trésorerie du business est en euros. Donc ici, quand je dis que je vais garder du cash, ça veut simplement dire que dans mes estimations de cash flow, eh bien parfois je tire un petit peu sur l'élastique, je dis bon là on va passer assez proche, on va faire beaucoup d'investissements, mais ça vaut le coup. Et c'est le genre de raisonnement qui, dans une période de boom économique, ça peut passer, ça fonctionne, c'est un petit peu risqué, mais ça fonctionne. C'est ce que j'ai fait quasiment depuis le début de mon business, à chaque fois être un petit peu sur la limite du cash flow et du flux de trésorerie. Mais là, je vais être beaucoup plus conservateur dans mon approche, essayer de garder quand même une bonne réserve pour, entre guillemets, comme on dit, avoir les reins solides pour que s'il y a un imprévu, s'il y a quelque chose qui se passe, eh bien je ne sois pas directement dans le rouge. Donc je vais essayer de ne pas surexposer la trésorerie de mon business et de garder plus de réserves de cash que d'habitude. Bien sûr, ici, le but, c'est de trouver un équilibre entre l'expansion du business dans de nouvelles marketplaces avec des nouveaux produits qui coûtent de l'argent. Il faut investir, ça bloque du capital pendant un petit moment et justement garder du cash en trésorerie juste au cas où. Donc dépendant de où vous en êtes dans votre business, dépendant de l'état de votre trésorerie et de combien de cash vous avez, eh bien ça va forcément dépendre et il faudra ajuster en fonction de votre situation. Cinquième point, ça va être de négocier avec les fournisseurs, avec mes freight forwarders. Donc ici le but, ça va être de négocier des contrats plus longs avec les fournisseurs à un certain prix pour éviter des fluctuations de prix sur les matériaux de base, sur les matières premières et aussi pour essayer de lisser les fluctuations de monnaie. Aussi quelque chose qui peut être très intéressant, ça peut être si vous avez des bonnes relations avec vos fournisseurs, d'essayer de négocier des meilleurs termes de paiement. Donc au lieu de payer par exemple le traditionnel 70% à la commande et 30% à la livraison, essayez d'allonger ça dans le temps, de payer moins à la commande, de payer plus à la livraison ou même après la livraison, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après la livraison, d'essayer d'échelonner au maximum les paiements pour donner un petit peu plus d'air justement à votre trésorerie. Donc ça c'est quelque chose de super important et en ce moment ça prend encore plus de sens. Et pour les fournisseurs aussi, il faut que ce soit un win-win. Forcément c'est pas que des avantages pour nous les acheteurs, il faut aussi qu'il y ait un avantage pour eux et donc pour eux si vous signez des plus longs contrats avec des volumes plus hauts sur par exemple 6 mois, 1 an, pour eux aussi ça leur assure un flux constant on va dire de commandes et de cash. Et pareil avec les freight forwarders, on est en train de voir les prix du shipping qui commencent à descendre. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Donc ce qui peut être intéressant ici, c'est de négocier avec votre freight forwarder, d'essayer de lock-in, c'est-à-dire de bloquer des prix pour par exemple les 3 ou 6 prochains mois. Donc si vous avez des bonnes relations avec votre freight forwarder, c'est quelque chose qui peut être possible. Essayez de prendre les prix d'aujourd'hui et dire je les bloque. Et au final, on prend tous les deux un risque, c'est-à-dire que le freight forwarder, si les prix montent, forcément, ils vont perdre un petit peu d'argent. Et si les prix descendent, c'est nous qui allons perdre de l'argent, mais au moins pour nous ça enlève une incertitude, ça enlève quelque chose qui peut fluctuer beaucoup en ce moment comme on l'a vu sur les derniers mois. Sixième point, un petit peu plus pratique, ça va être d'optimiser un petit peu le business à tous les niveaux, donc essayer de grappiller des pourcentages par-ci, des pourcentages par-là et au final quand on optimise tout, on peut se rendre compte qu'on a quand même gagné quelques pourcents de marge et ça peut faire la différence. Donc par exemple, vous pouvez optimiser le paiement de vos fournisseurs pour réduire les frais, donc dépendant de comment vous faites vos paiements, peut-être que vous avez un pourcentage que vous payez en plus, donc essayez de faire en sorte que les paiements à vos fournisseurs vous coûtent le moins possible en termes de frais de conversion, ce genre de choses. Donc là je vous recommande de faire des transferts directs avec une banque qui vous prendra très très peu de commissions pour envoyer votre argent à votre fournisseur. Ça peut ne pas paraître énorme, mais au final sur 6 mois, sur 1 an, si vous enlevez 0,5% que vous payez sur vos commandes, ça peut faire des montants assez énormes. Ensuite, optimiser votre PPC, donc pareil, ça c'est quelque chose, parfois on met le PPC, ça marche et puis on s'en occupe pas. On laisse un petit peu tout ça tourner tout seul et au final il y a souvent beaucoup qu'on laisse sur la table, qu'on laisse en PPC, en final qu'on donne à Amazon un petit peu gratuitement. Donc optimisez votre PPC, pas forcément le couper, pas forcément ne plus avoir de dépenses PPC parce que ça fait partie du business, ça fait partie d'un business qui fonctionne bien même sur Amazon. Il faut avoir du PPC, mais essayez de l'optimiser, essayez d'optimiser votre ACoS au maximum. Ensuite il y a deux choses comme améliorer votre taux de conversion, donc en reprenant votre listing, en essayant d'améliorer les images, le copywriting, essayez de faire en sorte d'optimiser en fait chaque clic, chaque client qui va venir sur votre listing, il faut qu'il y en ait le maximum qui repartent avec votre produit. Et là aussi,
des petits changements peuvent faire une différence, c'est-à-dire que si 100 clients, il y en a 11 qui repartent avec votre produit, vous faites quelques changements et d'un coup il y en a 12 ou 13 qui repartent avec votre produit, et bien sur quelques mois ça fait une grosse différence. Et finalement au niveau de l'optimisation du business, regardez aussi vos taux de retour. C'est une donnée qui est très importante et pourtant parfois on a un petit peu tendance à l'oublier et au final regardez votre taux de retour, regardez les raisons pour lesquelles les clients demandent un remboursement et renvoient votre produit et essayez de trouver des techniques pour faire baisser ce taux de retour. Donc par exemple si les clients n'arrivent pas à bien utiliser votre produit et que c'est pour ça qu'une partie des gens renvoient votre produit, vous pouvez rajouter par exemple des explications plus claires, un PDF, des vidéos, bref, quelque chose qui explique à votre client comment bien s'en servir, comment avoir le bénéfice maximum au final, ce qui va réduire votre taux de retour. Pareil, vous pouvez aussi regarder du côté de votre support client, si c'est vous qui le faites ou si vous le déléguez. Dans tous les cas, il faut que ce soit optimisé et il faut que quand les clients vous posent une question, vous puissiez leur donner les bonnes réponses et ça va aussi faire baisser votre taux de retour. Finalement, dernier point, le plus facile, mais voilà, il faut quand même le faire, ça va être de réduire un petit peu toutes les dépenses entre guillemets inutiles, les charges fixes qui ne sont pas absolument essentielles à votre business. Donc essayez, on va dire, d'être lean, d'avoir un business, on va dire, minimal au niveau des dépenses. Donc ça va être les logiciels qu'on a, les abonnements. Ça nous arrive à tous, parfois on s'abonne, on a un essai gratuit, bref, et puis au final on le laisse tourner et puis c'est 14, 15, 20, 35 $, parfois 70 $ qui sortent tous les mois pour un logiciel dont on n'a pas forcément besoin. Donc je vous recommande pas de vous séparer de tous vos logiciels. Il y a des logiciels qui sont importants au fonctionnement de votre business, donc cela gardez-les, mais par exemple évitez d'avoir des doublons, des logiciels qui font 2 fois la même chose. Bref, essayez d'être optimisé et de dégager en fait toutes ces charges fixes qui sont superflues et qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de votre business. Donc voilà, vidéo un petit peu plus courte, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous pourrez implémenter certaines de ces méthodes dans votre business pour justement traverser cette période incertaine et ressortir de l'autre côté parce qu'il y aura une fin, il y aura un rebond économique, on va pas rester dans une crise économique pour toujours. Donc en tant que vendeur e-commerce, notre but c'est de traverser cette crise, de ressortir en ayant un business qui a survécu et en ayant possiblement pris des parts de marché à nos concurrents qui eux n'ont pas su traverser cette crise comme nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire toutes vos questions et d'y répondre. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous avez trouvé le contenu intéressant, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça aide la chaîne à se développer sur YouTube. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes ventes sur Amazon et à très vite sur Liberté Digitale pour une nouvelle vidéo.